Vous êtes-vous déjà demandé comment on a fait pour découvrir autant de choses sur notre corps humain et avoir autant de belles pièces d'art laissées au fil des années? Par exemple, la Joconde, autant d'inventions, autant d'artistes qui ont laissé des écrits. Mais tout ça, ça s'est déroulé lors du 14e siècle, lorsqu'un nouveau courant littéraire est apparu, l'humanisme de la Renaissance, amené par Francesco Petrarca en Italie, lui-même euh, vraiment démarrer la laïcisation parce que c'était beaucoup freiné par l'Église, tout ce qui était la science, la découverte, beaucoup brimé par l'Église catholique, le clergé en fait. Et puis depuis le 14e siècle, on a eu un essor vraiment scientifique de découverte, d'où le nom la Renaissance. Donc c'est une nouvelle époque où est-ce qu'on a beaucoup de nouveaux penseurs, les humanistes. Les penseurs, eux, écrivent beaucoup sur des inventions qu'ils ont en tête. Par exemple, Léonard de Vinci, premier prototype de l'hélicoptère, de l'avion, la Joconde, surtout beaucoup d'art. Michel-Ange avec le penseur, justement, pour représenter l'époque à laquelle cela a été fait. Pour poursuivre, ce mouvement-là a vraiment laissé la porte grande ouverte aux penseurs qui pouvaient maintenant divulguer avec le reste de la population leurs découvertes, leur art, sans avoir la crainte des répercussions apportées par l'Église, le clergé, puis toute la haute hiérarchie sociale liée à l'Église. Donc ça a amené beaucoup de connaissances chez les gens, chez la population en général, qui à ce moment-là n'était pas nécessairement très éduquée par rapport au niveau de tout ce qui est l'anatomie humaine, la science, tout ce qui est en rapport aux questions existentielles, pourquoi on est ici. Ben, il y a surtout beaucoup de livres qui ont été mis à l'index par l'Église parce qu'ils voulaient empêcher ça. Mais grâce à l'invention de l'imprimerie à cette époque-là, il y a eu beaucoup de copies de ces livres-là. Même encore aujourd'hui, on peut en retrouver quelques-uns, très rares, souvent gardés par des musées. Par exemple, l'Almanach, qui était vraiment un regroupement de toutes les inventions, de toutes les pensées écrites par les humanistes lors du 14e siècle. Puis, sincèrement, explique, explique le principe que ça nous a. En fait, le principe de l'humanisme. Dans le fond, l'humanisme, c'est parti, je dirais, à partir du moment où la laïcisation s'est fait plus présente, justement grâce à ces penseurs-là. Tout ça, ça a permis une certaine indépendance de l'Église qui, du même coup, veut pas, apporter la liberté d'expression qui a été nécessaire pour faire progresser la science, tout ce qui est par rapport à l'humain, sa place dans l'univers, quel rôle on a à jouer. Tout ça a déboulé dans une période tellement rapidement à partir du moment où l'Église s'est fait recaler, si on peut dire. Euh, Comme je disais, tout a déboulé tellement vite, des nouvelles œuvres qui représentent beaucoup plus le corps humain. La splendeur du corps humain, surtout, c'est comme ça qu'il le décrivait. On met beaucoup plus en valeur l'humain, le corps en général, ce qui était très peu courant avant parce que on pouvait souffrir des conséquences de nos actions lorsqu'on procédait à peindre quelque chose qui était en défaveur de l'Église ou de la Des, Bible. des femmes aussi qui étaient déjà là très peu présentes. On a eu quelques femmes humanistes. On a surtout eu beaucoup de pièces d'art qu'encore aujourd'hui on peut voir particulièrement en Italie parce que, étant donné que le mouvement est parti en Italie, on a eu beaucoup d'humanistes qui ont suivi Francesco Petrarca. Puis, pardon, comme je pourrais dire, l'Église s'en est mangé une méchante bonne claque en bon québécois. On a plusieurs écrivains qui ont beaucoup marqué cette période de l'histoire-là, à commencer par des gens comme Thomas More qui ont écrit L'Utopie, ou bien Erasme qui a écrit L'éloge de la folie. Il y en a beaucoup d'autres, c'est quelques exemples parmi tant d'autres, mais euh, tous
tout ce qui s'est passé à cette période-là de notre histoire était avec le simple but de placer l'homme au centre de nos préoccupations Et la science. oui, toutes les règles morales entourant l'homme ont grandement changé à partir de ce moment-là. Oui, c'est vrai. Ben, comme Loric me dit, c'est vraiment philosophique. C'est des pensées philosophiques. C'est à peu près ça, l'humanisme en tant que tel. C'est vraiment penser à une question existentielle pour ensuite faire des recherches sur cette question, puis, si possible, trouver des réponses. Puis comme au 14e siècle, c'était beaucoup, beaucoup moins avancé que de nos jours au 21e siècle, il y avait encore beaucoup de choses à découvrir. Par exemple, dans le temps, on croyait encore que si on se rendait au bout de la mer, on tombait sur le bord du monde parce que la Terre était plate. Mais Galilée a pu prouver le contraire. Il a été beaucoup, beaucoup brimé par l'Église parce que dans le temps, tout ce qui était politique, les richesses, donc économiques, étaient beaucoup contrôlées par l'Église. Il y avait une très, très grosse influence sur tout le monde. C'était un peu du brainwash. C'était vraiment du lavage de cerveau dans le temps. Mais c'est pour ça que les humanismes se cachaient. Donc, ils ont pu faire leur recherche. Aussi, ces philosophes puis ces grands penseurs-là ont remis beaucoup de choses en question, des concepts que l'Église a ancrés depuis des décennies déjà dans le cerveau de la population. Mais à ce moment-là, des grands penseurs ont décidé de remettre en question tous ces sujets-là afin de découvrir les vraies réponses qui se cachent derrière ces questions-là. Tu sais, l'humanisme, ça a bien commencé puis ça s'est bien prolongé par quelque part. Puis cette affaire-là, c'est l'enseignement. L'enseignement, pour de vrai, ça a joué un rôle primordial dans l'humanisme parce que ça a su différencier l'éthique et l'Église. En passant pour l'éthique, c'est l'éthique humaine. Parce que ça a su placer, comme on dit tantôt, les droits humains en valeur au lieu des pensées, au lieu des dieux et de penser comme ça. Fait que ça différencie pas mal l'humain du ciel et l'enfer. De la science, en fait. Ouais. Donc, Loric, explique-nous qui étaient les pionniers de ce mouvement littéraire qui est l'humanisme de la Renaissance. En fait, les pionniers, il y en a eu deux. Il y a eu soit les philosophes ou il y a eu soit ceux qui ont fait des œuvres d'art. Pour les philosophes, c'est bien simple. Leur façon de transmettre leur savoir, c'était soit par écrit, qui était pas mal la façon la plus efficace, mais qui était quand même arrivé plus tard, parce qu'avec l'invention de l'imprimerie, c'était beaucoup plus facile de distribuer des livres et leur savoir. Mais sinon, avant ça, il y a eu le bouche à oreille, qui était quand même le plus efficace pour pas se faire spot par l'Église. Parce que, comme ils l'ont dit tantôt, ben, l'Église, ça censurait tout. Fait pas de savoir, pas de savoir. L'index, il brûlait vraiment tous les livres qu'ils considéraient illégaux, malgré que c'était juste de la distribution de savoir. Mais pour eux, l'Église, ça brisait toute leur idée du paradis et de l'enfer. Mais pour pouvoir transmettre leur savoir, il fallait quand même commencer par une partie qui était quand même plus smooth sans devoir donner leur idée directe, qui était quand même les œuvres d'art. Les œuvres d'art, ça permet aux créateurs comme Léonard de Vinci, David de Michel-Ange ou Albert Schweitzer, qui ont fait Adam et Ève, soit Le Penseur, ou sinon qui ont fait Le Vitruve par Léonard de Vinci, qui sont des œuvres très courantes. Donc, le Vitruve et le David de Michel-Ange, le Penseur. Je peux vous mimer la pause, vraiment. Belle pause. Comme ça. Belle pause. On peut considérer ça comme une très belle pause. Il mettait vraiment le corps en évidence pour ainsi suivre le mouvement. Sinon, Léonard de Vinci qui a peint la Joconde, qui est une peinture de femme qui a vraiment été détestée par l'Église. Parce que des peintures de femmes, c'était moyen accepté, le sexisme très présent dans ces années-là. Juste faire une petite parenthèse sur ce que Loric a dit et Simon sur les livres qui se retrouvaient indexés. Ces livres-là, dans le fond, une des raisons pourquoi l'Église principalement les détruisait, c'est surtout pour garder un certain contrôle sur la population, garder une emprise puissante pour pouvoir continuer à utiliser ces gens-là à leur avantage et pouvoir en tirer le plus grand profit. Le plus grand possible. C'est triste à dire comme ça, mais à ces époques-là, ils utilisaient vraiment la population à leur avantage pour faire valoir leurs idées et leur manière de faire, peu importe l'opinion des gens sur cette manière de penser. Si vous allez, par exemple, dans une église en Italie, c'est très très rare que vous allez voir une église qui n'a pas de l'or qui est vraiment
c'est impossible de voir une église qui n'est pas belle et qui n'est pas imposante. Tout était imposant. C'était vraiment un cercle vicieux par l'Église pour contrôler la population. C'est pour ça que l'humanisme a fait vraiment un mouvement de fraîcheur dans toute l'Europe. Ça s'est propagé dans l'Europe. Puis vraiment, on pourrait dire, un boom technologique. Donc pour conclure, l'humanisme a vraiment été l'occasion rêvée pour tous les penseurs et les personnes qui ne croyaient plus aux idéologies du clergé de se dissocier par leurs grandes pensées, leurs questions existentielles, la science, la médecine, l'art aussi pour revendiquer. On en a beaucoup à remercier à tous ces grands penseurs-là qui nous ont permis de faire progresser notre société jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Parce que sans la volonté de changer les choses qu'eux avaient, qui sait ce que notre société serait devenue, peut-être que l'influence de l'Église serait aussi présente ou semblable qu'avant, et qu'on serait toujours pris dans une mentalité, une bulle qui nous force à suivre tous le même chemin sans vraiment avoir le droit d'avoir notre nos liberté, propres- notre liberté d'expression. Et juste d'avoir accès à toutes les grandes découvertes en termes de médecine que ça a apporté, toutes les vies que cette médecine-là a pu sauver, toute cette instruction-là qu'on a pu inculquer à nos enfants, aux générations du futur. Donc je trouve que c'est un beau moyen de conclure cet exposé sur une note positive. Merci à tous ces grands philosophes, penseurs, tous ceux qui ont pu influencer ce mouvement littéraire. On vous est infiniment reconnaissant. Moi, j'en suis reconnaissant parce qu'on n'est pas obligé d'aller prier au dimanche. En effet, on n'est plus obligé d'aller prier dimanche. Donc imaginez un monde où nous sommes encore obligés de prier D'aller au prier dimanche. dimanche. On peut avoir du sexe avant le mariage.